Écoutez, bonjour, je m'appelle Fabrice Bonifay, je suis le directeur développement durable du groupe Bouygues et le président du collège des directeurs développement durable, le C3D, qui a été créé en 2007 et qui regroupe aujourd'hui 375 entreprises. Et je suis aussi administrateur d'un think tank qui s'appelle The Shift Project, qui est présidé par Jean-Marc Jancovici, conférencier et auteur d'un livre qui est paru en 2021 qui s'appelle L'entreprise contributive, concilier monde des affaires et limites planétaires. Et je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui concerne des milliers de professionnels de la RSE en France, donc la RSE en tant que telle. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est devenu surtout ? Parce que c'est né avec une certaine définition et ça a beaucoup évolué ces dernières années pour différentes raisons qu'on va essayer d'évoquer ensemble rapidement. Donc il était une fois la RSE, ce terme est relativement récent parce que ça a été l'objet d'une normalisation en 2010, parce qu'avant ça s'appelait le développement durable, qui avait été popularisé à l'époque par le fameux rapport Brundtland en 1987. On ne parlait pas de RSE à l'époque, on parlait de développement durable. La RSE est arrivée bien plus tard, donc en 2010, lorsque les entreprises, les parties prenantes, comme on dit aujourd'hui, ont décidé de normaliser la notion de responsabilité étendue des entreprises, au-delà en fait, des aspects purement financiers. On a voulu, à cette époque-là, normer la performance extra-financière. Et c'est ainsi qu'un Technical Committee à l'ISO s'est rassemblé pour formaliser en fait, le premier référentiel RSE d'histoire. La norme ISO 26000, responsabilité sociétale des entreprises, a été élaborée à cette époque-là et a servi de cadre de référence aux entreprises pour mettre en place des démarches dites RSE. Donc ça, c'était une approche volontaire et ça a structuré le début du commencement des approches de durabilité dans les entreprises dans les années 2010, à l'époque où la régulation était encore très balbutiante. Parce que certes, il y avait eu en France le Grenelle de l'environnement en 2007, mais les premières lois issues de ce dialogue avec la société civile et les entreprises n'a abouti qu'aux premières régulations qu'en 2012, le fameux article 225 du Grenelle 2, qui a obligé les entreprises cotées dans un premier temps à élaborer un reporting extra-financier audité par des commissaires aux comptes. Et ça concernait à l'époque peu d'entreprises, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'entreprises cotées en France. Et c'était très franco-français cette histoire, parce que dans les autres pays européens, la notion de RSE normée est arrivée bien plus tard avec les premières normes du Green Deal. On était à l'époque sur une approche très défensive. Il n'était pas question de changer le modèle d'affaires des entreprises. Donc la RSE, c'était faire un peu mieux ce qu'on avait toujours fait, sans remettre en cause, en aucun cas, le modèle économique des entreprises. C'était, on va essayer d'utiliser un peu plus l'énergie renouvelable, on va mettre des panneaux solaires sur le toit de l'usine, on va trier un peu mieux nos déchets, mais pas question, évidemment, de changer le modèle linéaire qui subsistait et qui subsiste encore, hélas, pour la plupart des entreprises, qui consiste en fait à extraire des matières premières que les entreprises ne payent pas le vrai coût écologique, parce que les entreprises payent le coût d'extraction, mais la matière première en tant que telle est gratuite, parce que fournie gratuitement par la nature. Si les entreprises fabriquent des produits en fonction de ce qu'elles pensent que leurs clients ont besoin, alors souvent les entreprises d'ailleurs génèrent des besoins par différents types de moyens, les influenceurs, la publicité, etc. Donc les produits sont fabriqués et les produits sont utilisés par les clients sur des durées de vie qui sont assez courtes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les modèles d'affaires des entreprises aujourd'hui est basé essentiellement sur la capacité que l'entreprise aura à fabriquer des produits, à les vendre et en faisant une rotation le plus rapide possible pour générer tous les ans un chiffre d'affaires. Donc si le produit dure trop longtemps, ça va forcément obérer le chiffre d'affaires des années à venir parce qu'il n'y aura pas de réachat. Donc c'est comme ça qu'est née aussi cette notion d'obsolescence programmée dans les produits, soit par la mode, soit par la technique. D'ailleurs, on peut programmer la mort d'un produit techniquement, en mettant des pièces qui vont s'user plus vite que les autres. Ce système-là, linéaire, aboutit à la fin des déchets, parce qu'en fait, ça ne reboucle pas, les produits ne sont pas réinjectés ensuite dans les produits et les matières premières qui ont été utilisées à l'initiale ne sont pas réutilisés pour refabriquer d'autres produits dans la plupart des cas. Donc cette approche un peu caricaturale, qu'on appelle l'économie linéaire, dans un premier temps, les entreprises ont essayé de faire mieux ça, en essayant de gaspiller un peu moins, en essayant d'économiser un peu les ressources, en essayant aussi de s'appuyer sur des labels pour avoir une meilleure traçabilité des matières premières, etc. Mais ça ne remettait pas fondamentalement en cause le système économique tel qu'on le connaît aujourd'hui.
Alors, bien entendu, on s'est aperçu que tout ça ne participait pas à faire baisser les pressions exercées par les entreprises sur les écosystèmes, que les émissions de gaz à effet de serre ont bien entendu continué d'augmenter, que l'utilisation des matières premières n'a pas baissé, bien sûr, du fait de tout un tas de facteurs, notamment la demande continue des clients pour ces types de produits, et puis le développement, bien sûr, dans tous les pays. Et donc le législateur s'est aperçu que ces approches volontaires de la RSE n'étaient pas suffisantes pour respecter et pour prendre en compte ce qu'on appelle les 9 limites planétaires. Alors la législation s'en est mêlée, et au-delà de l'approche volontaire de l'origine de la démarche, la fameuse norme ISO 26000, est venue se greffer en fait à des régulations qui ont été de plus en plus coercitives. Donc d'abord en 2012, ensuite l'arrivée de la déclaration de la performance extra-financière un peu plus tard, 3 ans plus tard, qui a renforcé un petit peu encore le seuil d'obligation des entreprises d'être redevables et d'être transparents par rapport à leurs impacts, avec bien sûr une obligation, pas une obligation, mais une grosse incitation en tout cas, à essayer de faire autrement. Et puis est arrivé le Green Deal, donc le Green Deal européen, avec le combo magique, taxonomie, CSRD, CS3D qui va arriver dans 2 ans, où là on passe un cap énorme en matière de régulation et d'obligation pour les entreprises, non seulement de mettre en place les moyens pour tenir les trajectoires qui sont nécessaires pour décarboner, pour baisser l'impact sur la biodiversité, baisser l'impact sur l'économie extractive d'une façon générale et sur les ressources. Et on est encore dans des régulations qui sont des obligations plus de moyens que de résultats, parce que, à part pour le carbone, où là, dans la CSRD et le SRSE, il y a une obligation de quasi-résultat d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Par contre, pour les autres enjeux matériels des entreprises, c'est laissé encore à l'appréciation de l'entreprise de définir les cibles à atteindre. Par contre, il y a des moyens à consentir. Il y a ce que vient voir ensuite le vérificateur, celui qui vient vérifier ses comptes extra-financiers, un peu comme on le fait dans le domaine financier depuis des années. Eh bien, ces vérificateurs viennent voir la sincérité, la complétude, viennent voir la capacité d'entreprise à formaliser des plans d'action. Mais en aucun cas, malheureusement, lorsque l'entreprise n'atteint pas les objectifs, il n'y a pas encore véritablement de sanctions. Il peut y avoir des sanctions si l'entreprise ne met pas les moyens, mais il n'y a pas encore de sanctions de non-atteinte des objectifs, ce qui fait que ce n'est pas encore complètement bloquant pour beaucoup d'entreprises qui pourraient avoir des approches insincères. Alors la vraie RSE, celle qu'il faudrait mettre en place, parce que la vraie performance, en fait, c'est pas simplement de gagner de l'argent, la vraie performance, c'est de durer dans un monde dans lequel on est en train de s'apercevoir que les écosystèmes sont en train de s'effondrer, que la biodiversité disparaît à une vitesse jamais connue depuis que le monde est monde, 100 à 1000 fois plus vite, d'après ce que disent les scientifiques, avec une empreinte carbone de l'humanité qui, aujourd'hui, doit être baissée de 5% par an pour tenir l'objectif de l'accord de Paris. Donc 5% par an, c'est juste énorme en absolu. Ça veut dire qu'en fait, il faudrait que l'équivalent de ce qui s'est passé pendant le Covid, où une grande partie de l'économie mondiale s'est arrêtée, et on a fait moins 5% cette année-là d'émissions de gaz à effet de serre, il faut reproduire en fait, cet effort-là pendant les 25 ou 30 prochaines années pour atteindre cette fameuse neutralité carbone planétaire. Et donc la vraie RSE, c'est de passer d'une économie linéaire à une économie dite permacirculaire, contributive ou régénérative. Donc là, on est encore dans une approche volontaire, hélas, la réglementation n'oblige pas. Et on verra peut-être que les réglementations qui viendront dans les années 2030 peut-être imposera la mise en place de modèles d'affaires contributifs et régénératifs, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. On est toujours sur une approche d'abord volontaire, puis ensuite réglementaire. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et les entreprises pionnières du monde du contributif et du régénératif, eh bien, anticipent en fait ces régulations à venir en changeant leur modèle d'affaires. Et là, les modèles d'affaires qui sont en train de se mettre en place dans ces entreprises pionnières, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît encore aujourd'hui dans la majorité des boîtes. C'est-à-dire que oui, elles continuent de fabriquer des produits, évidemment, parce qu'il y a toujours des besoins, mais il y a déjà une interrogation sur l'utilité sociale du produit. Donc l'objectif, c'est pas de fabriquer des produits pour fabriquer des produits, c'est se poser la question, c'est est-ce que ce produit répond vraiment à des besoins et des besoins essentiels. Parce que si c'est futile, les entreprises doivent se poser la question du renoncement, poser la question de se dire, mais est-ce que c'est vraiment utile de fabriquer des croquettes, des distributeurs de croquettes pour chats connectés, est-ce que c'est vraiment utile de dépenser des ressources pour cela? Donc il y a déjà une question sur la raison d'être de l'entreprise, que l'entreprise doit appréhender.
Puis ensuite, sur la fabrication en tant que telle du produit, la vraie idée de l'économie régénérative, c'est de se dire, mais finalement, ce qui est important, c'est que le produit dure le plus longtemps possible. Donc c'est l'inverse de ce qu'on faisait avant. Avant, on extrayait, on fabriquait, on utilisait, on jetait. Et là, l'objectif, c'est d'extraire, certes, de fabriquer, certes, mais ensuite de rentrer dans une logique où le produit va essayer, enfin on va essayer de faire durer le produit, la durée de vie du produit la plus longue possible. Et là, le modèle qui le plus adapté pour ça, c'est l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire qu'en fait, l'entreprise reste propriétaire du produit, mais vend l'usage. Voilà. Donc personne n'achète une vache pour boire un verre de lait, personne n'achète une paire de skis quand on skie 2-3 jours par an. Cette économie d'usage, elle existe déjà pour quelques produits ciblés. Et là, le but, c'est de généraliser ça. Donc, on loue une voiture quand on en a besoin, on loue un objet du quotidien quand on en a besoin, mais on n'en reste pas forcément propriétaire. Alors, c'est quoi l'avantage ? L'avantage, c'est qu'un même objet va pouvoir être utilisé par plusieurs typologies d'utilisateurs tout au long de sa vie. Cet objet va être conçu pour durer très très longtemps, va donc être réparable. Et donc, si il y a moins d'objets, il y a moins de matières premières utilisées, il y a moins d'énergie grise pour fabriquer ces objets, et avec une plus grande intensité par objet, eh bien, ça fait baisser la pression sur les ressources, et ça fait baisser, bien sûr, la consommation d'énergie finale pour fabriquer ces objets. Et par contre, on continue d'en jouir en tant que de besoin. Les clients, utilisateurs, ce n'est pas un renoncement à un certain niveau de confort, c'est juste d'accepter de partager, en fait, ces objets du quotidien, que ce soit d'ailleurs dans notre vie personnelle, mais aussi, évidemment, pour les entreprises, parce que nombre d'entreprises aujourd'hui n'utilisent pas leurs machines 100% du temps, elles peuvent les partager, elles peuvent partager des espaces, elles peuvent partager des systèmes de production. Et plus on partagera demain, plus on sera en interdépendance les uns avec les autres, et plus on pourra faire baisser la pression tout en maintenant un bon niveau et un très bon niveau de vie matérielle. Alors ça, c'est un aspect ce qu'on appelle du régénératif, c'est déjà de baisser la pression, mais aussi il faut revitaliser, réparer toutes les bêtises qui ont été commises depuis le début de l'ère industrielle et la civilisation dite thermo-industrielle, parce qu'on a émis énormément de CO2 dans l'atmosphère, et ce CO2 il est stocké aujourd'hui dans l'atmosphère, et c'est ça qui provoque le réchauffement climatique. On a bien sûr artificialisé énormément de terre, et ça n'a pas été, c'est pas très positif pour la biodiversité, le moins s'en faut. Et l'objectif maintenant, c'est d'incorporer dans les modèles d'affaires ce qui va permettre de régénérer le vivant, et donc de l'inclure dans le modèle économique, c'est-à-dire de faire en sorte que lorsqu'on va créer un système commercial, quel qu'il soit, on prenne en compte ce qui va être nécessaire pour restaurer le vivant, pour le régénérer. Et ça doit être expliqué au client qui va devoir aussi accepter de payer des choses pour lesquelles il ne payait pas avant, parce que les pollutions qui étaient générées par les entreprises classiques, c'était des pollutions qui n'apparaissaient pas dans le prix directement. Il n'y avait pas d'obligation pour les entreprises de ne pas émettre de CO2. Donc elles en émettaient, et cet impact négatif n'était pas pris en compte dans le prix du produit qu'on achetait. À partir du moment où on est régénératif, on se pose la question de produire sans générer de CO2 évidemment, mais mieux que ça, on va inclure la façon dont on va pouvoir restaurer, donc faire en sorte de booster par exemple le puits de carbone, de manière à ce que le bilan net CO2, d'émissions de CO2 à la fin de l'année de l'entreprise soit non pas négatif en termes d'émissions, de X tonnes d'émissions, mais X tonnes négatives. Donc on va aller rechercher en fait du carbone dans l'atmosphère, que ce soit dans le sol, que ce soit en restaurant des écosystèmes de forêt ou de culture ou dans les sols, de manière à ce qu'on puisse démontrer, que l'entreprise puisse démontrer qu'elle a été contributive nette ou régénérative de cet aspect-là. Alors vous allez me dire, c'est une utopie, ça ne se fait pas, bien sûr que ça se fait. Ça se fait, mais ça nécessite bien sûr de travailler avec des nouvelles compétences dans les entreprises, notamment des écologues, travailler avec des agronomes également, qui ne sont pas simplement des ingénieurs pour optimiser, mais aussi des gens qui vont réfléchir sur l'impact de l'entreprise, sur le cycle de l'eau, sur le cycle de l'air, sur le cycle du carbone, de manière à ce que, oui, l'entreprise peut avoir besoin d'eau pour son process, oui, pas de problème, à condition qu'elle mette en place dans son process de production le système pour nettoyer l'eau avant de le rejeter dans le milieu naturel, et faire en sorte qu'elle puisse expliquer que son bilan net dans l'utilisation de l'eau tout au long de l'année sur son process soit positif. Ça paraît évident, on aurait dû toujours faire comme ça, mais bon, mieux vaut tard que jamais, il vaut mieux essayer de sauver tout ce qu'on peut encore sauver en matière d'écosystèmes naturels. Il y en a quand même énormément aujourd'hui, et il est temps de s'y mettre maintenant.
de manière à ce qu'on puisse garantir à nos enfants et à nos petits-enfants un avenir à peu près serein. Donc cette économie régénérative, ça nécessite de tout changer donc le process de fabrication, le marketing de l'offre, on ne vend plus de produits, on vend un service de produit, de changer en fait bien sûr la façon dont on va rester en interaction avec les clients utilisateurs pour récupérer le ressenti dans l'utilisation du produit et l'améliorer en continu, comme on le faisait avant, mais cette fois-ci on va le faire avec des datas qui vont être beaucoup plus fines vu qu'on va être en contact permanent avec l'utilisateur du produit. Ça va d'ailleurs permettre d'améliorer beaucoup plus rapidement le fonctionnement et l'utilisation de certains types de produits, notamment en B2B. Et le gros intérêt du regen, c'est que, et c'est important d'insister là-dessus, c'est qu'on prend en compte les fameuses externalités environnementales négatives et sociales aussi d'ailleurs, dans le process, de manière à ce que par itération successive, on puisse démontrer que le bilan net permet donc de démontrer qu'il n'y a plus d'externalités positives, négatives, in fine. Alors pour ça, il faut aussi un nouveau système comptable. C'est pour ça que les entreprises à visée régénérative utilisent la comptabilité multicapitale, parce que, in fine, les entreprises vont devoir présenter donc un triple bilan. Déjà, un bilan sur le capital nature, qui ne doit pas être dégradé, évidemment. Le capital nature, il doit être maintenu. Donc le capital nature, c'est tout ce que l'entreprise utilise pour fabriquer ses produits, donc en termes de matières premières, en termes d'énergie, et en termes d'utilisation des écosystèmes, parce que, bien sûr, on est tous utilisateurs d'écosystèmes, hein, ne serait-ce que l'air qu'on respire, il ne faut pas le dégrader. Et il y a un bilan humain, bien sûr, là aussi, il faut faire en sorte que les gens qui vont travailler tout au long de la supply chain, tout au long de la chaîne de valeur, eh bien, ne sont pas blessés, sont maintenus dans la meilleure forme possible, que ce soit au niveau de la santé physique ou de la santé mentale. Et ça doit pouvoir se démontrer par des indicateurs extra-financiers, par des objectifs, par des changements de modèle économique. Et puis le capital économique, bien sûr, celui-là, on sait parfaitement le préserver parce que c'était l'unique préoccupation des entreprises pendant des années. Mais ces capitaux ne sont pas substituables. Hein. C'est pas comme on fait encore un peu aujourd'hui. On gagne de l'argent, puis on se dit on gagne de l'argent, donc on crée des emplois, on paye des impôts, donc on peut se permettre de polluer un petit peu. Ben non, ça dans les entreprises à visée régénérative, c'est pas acceptable. Oui, bien sûr, il faut continuer de gagner de l'argent parce que c'est nécessaire pour payer les salaires, ne serait-ce que ça, mais pas au détriment de la nature et pas au détriment du capital humain. Donc il faut payer de façon équitable, il ne faut pas qu'il y ait des différences de salaire énormes parce que sinon c'est pas possible. Et c'est cette présentation positive de cette comptabilité en multicapital, positive dans le sens où les recettes et les dépenses doivent être équilibrées, que ce soit pour le capital nature, le capital humain, le capital financier, qui fait que l'entreprise va pouvoir démontrer sa durabilité. Parce que, in fine, la vraie définition de la RSE, enfin, c'est comme ça qu'on devrait le comprendre en tout cas, c'est cette capacité à durer. L'argent n'est qu'un moyen de la durée. Ce qui est important, c'est de durer. Et pour durer, eh bien, il faut pouvoir vivre en équilibre avec les grands équilibres de la planète, c'est-à-dire respecter les limites planétaires, parce qu'on sait très bien qu'on ne pourra pas vivre longtemps si on est en permanence au-delà de ce que la planète est capable de générer, de régénérer comme ressources. Parce que, évidemment, comme on est sur une planète finie, eh bien cette croissance infinie dans une planète qui est finie en ressources est mathématiquement pas soutenable. Donc voilà ce qu'est la RSE en quelques mots. Hein. Et comment on peut la résumer? C'est une gageure de faire ça en 10 minutes. Mais si vous voulez en savoir plus, il y a d'excellents ouvrages sur l'économie contributive ou régénérative. Et aujourd'hui, il y a quand même plusieurs dizaines d'entreprises qui commencent à mettre en place ce type d'approche. On est au début, évidemment, mais c'est tout à fait enthousiasmant de travailler sur ces questions parce que ça redonne ce qu'on appelle du sens au progrès.